vous utilisez ces mêmes micro-ondes pour réchauffer votre nourriture, et oui, vous pouvez aussi cuire l'adversaire. Alors, on n'a pas vraiment vu ce type d'arme en action. Je crois pas que ce soit très bien vu par tout ce qui est organisation des droits de l'homme, mais je pense que ça vous calme et donc voilà pourquoi c'est un système de maintien de l'ordre. Des immenses antennes, mais quand je parle d'immense, c'est un réflecteur de 100 mètres de diamètre pour un satellite de 5,2 tonnes. Imaginez-vous flotter comme ça dans l'espace à côté d'une antenne de 100 mètres de diamètre. On a été très complet, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille personnellement et que j'adore. Je me suis donc permis de faire un épisode un peu plus long. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans l'épisode 19 d'Orbit Watch où nous allons parler de guerre électronique et bien évidemment on va lier tout cela à la guerre électronique dans l'espace et vous verrez, il y a énormément de choses à dire et c'est un sujet qui remonte aux années 1960. Alors sans plus attendre, on se lance dans les news. Première brève, SpaceDex pour Space Docking Experiment est une mission de l'Indian Space Research Organization. L'ISRO, créée donc en 1969, est l'une des principales agences spatiales au monde, avec ses propres lanceurs, des missions lunaires, une expérience de mission vers Mars et un programme de vol habité en développement. Donc si vous pensiez que l'agence spatiale de l'Inde n'était pas très développée, eh bien vous avez tort. Cette mission, SpaceDex, utilise deux satellites. SpaceDex. Autant pour moi, j'ai fait un petit lapsus. SpaDex. Je m'excuse. SpaDex A et SpaDex B pour tester les technologies de rendez-vous et d'amarrage ainsi que de vol en formation. Au début du mois de mai, les deux satellites se seraient rapprochés à environ moins de 100 mètres selon les données du Centre de compétences espace. Et ils seraient restés à proximité pendant plusieurs jours, ce qui est extrêmement difficile à assurer. Ce rapprochement maîtrisé est donc une capacité essentielle pour les futurs vols spatiaux habités, tout ce qui est station spatiale, évidemment les missions lunaires ainsi que la maintenance en orbite. Et l'Inde, qui est déjà un acteur spatial important, avec SpaDex, excusez-moi, je n'arrive pas à me sortir ça de la tête, montre qu'elle est dans une catégorie plus avancée d'opérateurs spatial. Elle est dans la cour des grands. Deuxième brève, je l'ai abordé dans le thème principal de la semaine dernière, qui était l'alerte précoce pour les missiles, mais l'US Space Force a attribué à SpaceX un important contrat lié au programme appelé SBIMTI pour le Space-Based Airborne Moving Target Indicator. Si on traduit, c'est donc le, le tracker de cibles aériennes en mouvement depuis l'espace. Un contrat a une valeur de 4,16 milliards de dollars, dont l'objectif est de développer des satellites capables, comme le nom du système l'indique, de suivre des cibles aériennes depuis l'espace, en particulier dans les zones contestées où la surveillance traditionnelle, que ce soit par aéronef ou par radar, est extrêmement vulnérable. Cela représenterait un changement majeur dans les opérations spatiales militaires, ainsi qu'une capacité jamais vue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les satellites sont utilisés surtout pour observer des cibles fixes ou des cibles mobiles mais au sol. Éventuellement les lancements de missiles, comme on l'a abondamment discuté la semaine dernière, et évidemment les navires sur la mer. Mais suivre des aéronefs depuis l'orbite, que ce soit des missiles ou des avions, eh bien, ça étend le rôle des systèmes spatiaux à une mission traditionnellement assurée par des plateformes comme les AWACS ou d'autres aéronefs de reconnaissance. Et il est probable que ce contrat soit aussi plus ou moins lié au Golden Dome, puisque ça vise in fine à protéger le territoire américain contre les menaces balistiques et hypersoniques, qui sont des objets aériens, si l'on veut bien. Troisième brève, la NASA a annoncé l'équipage d'Artemis 3, une mission dont nous avons parlé,
et qui consistera à tester la capacité du vaisseau Orion à effectuer un rendez-vous et un amarrage avec les systèmes d'alunissage commerciaux développés par SpaceX et Blue Origin, surtout celui de Blue Origin, dont la fusée malheureusement a pris un petit peu de retard avec l'explosion de la semaine dernière. La mission sera donc commandée par Randy Comrade Bresnik, accompagné par le pilote Luca Parmitano et des spécialistes de mission André Douglas et Frank Rubio. Cet équipage, qui a eu une très bonne nouvelle, est plus chanceux que celui qui, dans le même temps, a eu un petit souci. C'est bien l'équipage à bord de l'ISS qui a dû brièvement se mettre à l'abri, ou plutôt se mettre dans une situation de préparation au départ, dans le vaisseau Dragon de SpaceX amarré, qui est leur véhicule de retour. Ils ont dû faire cela car il y avait une petite fuite d'air persistante dans une partie du segment russe, en particulier autour du module de service Zvezda et du tunnel de transfert PRK. Il s'agit d'une procédure standard de refuge sûr par précaution. Il n'y a pas de problème grave. Du reste, ils sont restés dans la Station spatiale internationale, tout va bien. L'idée était que si la situation s'aggravait soudainement, l'équipage était déjà prêt à l'intérieur du vaisseau capable de les ramener sur Terre. Quatrième brève, HummingSat, une plateforme compacte de satellites géostationnaires développée par Swiss212, une entreprise suisse, évidemment comme son nom l'indique, basée à Renan, avec le soutien de l'ESA, conçue pour offrir des capacités de télécommunication géostationnaire avec un engin spatial plus petit et plus flexible. C'est le savoir-faire en impression 3D d'antennes très performantes de Swiss212 qui leur permet de construire des satellites de communication géostationnaires bien plus petits, alors de la taille d'un frigo, alors un bon frigo à l'américaine. J'ai pas envie de vous donner une fausse image, donc prenez vraiment la gamme haute, très grande des frigos, mais qui est quand même bien plus petit comparé à ce qu'on trouve de manière standard en orbite géostationnaire qui fait la taille d'un camion. Il a été rapporté donc que le client mentionné pour le 7e satellite HummingSat n'est autre que Viasat, qui avait déjà hérité, entre guillemets, de 3 HummingSat grâce à son acquisition de la société Inmarsat liée au renouvellement du réseau Inmarsat 8. On passe maintenant à notre thème principal, la guerre électronique. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Alors, la guerre électronique, c'est un vaste sujet. Mais il y a récemment une vidéo qui est sortie de la chaîne Veritasium. Si vous êtes un petit peu amateur de science ou de technique, vous connaissez sans doute cette chaîne. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien au tout début de la description du podcast. Ça vaut vraiment la peine de la regarder. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave. Les vidéos de Veritasium sont traduites en plein de langues. Alors, cette vidéo, elle parle de quelque chose de très récent qui vient de sortir dans la littérature technique scientifique, du fait qu'un satellite russe a été détecté en train d'interférer avec toutes les bases, avec tous les capteurs GNSS du continent européen. Alors je parle d'interférence et non pas de guerre ou de jamming, parce qu'on ne peut pas savoir si ces interférences sont volontaires, involontaires. C'est du reste un satellite parmi les satellites du système Coupole qu'on a discuté la dernière fois, qui sont des satellites d'alerte précoce russes qui interfèrent. Donc cette vidéo, je vous le dis tout de suite, elle parle des interférences qui ont donc été amplement étudiées par beaucoup d'ingénieurs experts en navigation. Ce sont des interférences très brèves, de quelques secondes à peine, qui ont lieu toutes les quelques semaines, tous les quelques mois, depuis 2019. Et en fait, ça passait purement et simplement inaperçu, tellement c'est court. Et tellement il faut quand même des capteurs sensibles pour s'apercevoir qu'elles existent, mais
Après analyse, c'est justement ce satellite russe qui ressort et la question reste ouverte. Est-ce un système de guerre électronique qui est juste testé régulièrement, qui se prépare à un jour peut-être brouiller tous les récepteurs GPS et GNSS en Europe, ce qui se poserait d'immenses problèmes. Donc voilà pour poser, on va dire, un peu le cadre, pour vous parler de guerre électronique et de l'impact que ça pourrait avoir, parce que si on n'arrive plus à capter nos signaux de navigation GNSS, eh bien, il n'y a pas que nous-mêmes, dans nos applications quotidiennes, telles que se rendre à quelque part avec notre GPS, qui seront impactés, mais vraiment une énorme partie de nos systèmes critiques et de notre économie dépend de ces signaux, de l'intégrité de ces signaux, et donc ce serait une action très, 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 très grave, au potentiel escalatoire absolument immense. Mais de nouveau, je vous le rappelle, on ne panique pas, on ne sait même pas si c'est des interférences volontaires, et il y a énormément de possibilités pour que ce soit involontaire. Sautons donc dans le sujet. La guerre électronique, c'est donc les opérations dans l'espace électromagnétique. Physiquement, c'est quoi? Cet espace, c'est les champs électriques et magnétiques à travers lesquels les ondes électromagnétiques peuvent se propager, c'est-à-dire partout, puisqu'elles peuvent se propager dans le vide. Donc cet espace traverse les sphères de la Terre, de la mer, de l'air et de l'espace orbital. Toutes ces sphères d'opération, eh bien, elles sont traversées en même temps par cet espace de la guerre électromagnétique. Et une sphère d'opération, c'est en gros un espace, qu'il soit, comme on l'a vu, un peu physique comme la Terre est palpable, ou beaucoup moins palpable comme le champ électromagnétique, où il y aura un commandement qui sera responsable d'y mener des opérations. Et donc c'est facile à visualiser. Il y a des opérations qui sont sur la Terre, on pense aux chars, on pense à l'infanterie, on pense à l'artillerie, mais c'est peut-être moins clair comment est-ce qu'on mène une opération dans l'espace électromagnétique. C'est donc un terrain, et c'est un terrain qui est vraiment crucial parce que, eh bien, de nos jours, et même depuis de nombreuses années, la communication, que ce soit entre les forces, entre les unités, ou entre le commandement et les forces, ou entre les systèmes, ou entre les forces et les systèmes eux-mêmes, eh bien, ça passe par les radios, par les ondes électromagnétiques. Et évidemment, avec l'Ukraine, on a bien vu que le contrôle des drones est aussi très, très important. Alors, être capable de nier l'accès au spectre électromagnétique à son adversaire, ça lui coupe de communication, ça lui coupe de command and control, que ce soit entre ses forces ou entre ses systèmes et ses drones. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain électromagnétique? On y fait la guerre. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la guerre électromagnétique? Eh bien, pour commencer, on peut évidemment acquérir des renseignements, puisqu'on utilise tous des radios, on utilise tous des systèmes électromagnétiques, on en a besoin. Et donc, il y a différents aspects de ce renseignement de sources électromagnétiques. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'ELINT, pour Electrical Intelligence. Il s'agit de mesurer des signaux, que ce soit les signaux des radios, des systèmes, des satellites, et par les caractéristiques physiques de ces signaux, on va les identifier et en localiser la source. Comme ça, on saura d'où ils viennent. On saura donc où se trouve l'adversaire qui émet ce signal, ou le système qu'on aimerait abattre. Il y a plusieurs façons pour identifier l'adversaire et trouver d'où vient la source. Déjà, il y a l'angle d'arrivée. Avec plusieurs antennes, on peut avoir l'angle d'arrivée du signal. Donc avec plusieurs récepteurs à plusieurs endroits, géométriquement, les lignes qu'on peut tracer à partir de ces angles d'arrivée se recouperont à l'emplacement de l'émetteur. On peut faire la même chose avec la puissance du signal, puisque la puissance du signal décroît avec la distance, et donc, si on a plusieurs récepteurs à plusieurs endroits, eh bien on peut faire l'intersection de plusieurs sphères autour de ces récepteurs, dont le rayon est proportionnel à la puissance reçue, et donc trouver l'émetteur. On peut aussi utiliser des différences de temps et de fréquence. Par exemple, la différence de temps d'arrivée. Le signal met un certain temps à voyager, et donc s'il n'arrive pas au même temps à différents récepteurs qu'on a placés à différents endroits, eh bien là aussi on peut trouver l'emplacement. Et on peut faire la même chose avec la fréquence du signal. Si l'émetteur se déplace, eh bien il y a un effet de Doppler. C'est comme l'ambulance, vous entendez bien l'ambulance qui va sur la route, qui fait pimpon, 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 pimpon. Eh bien le changement de la note entre guillemets du pimpon, c'est l'effet Doppler. Quand elle va vers vous, c'est plus aigu, quand elle s'éloigne de vous, c'est moins aigu, puisque les ondes sont distordues
à cause de la vitesse physique. Eh bien, c'est la même chose dans les ondes électromagnétiques. Donc voilà un peu pour tout ce qui est de la ligne pour trouver l'emplacement de l'émetteur. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du fingerprinting, c'est-à-dire prendre les empreintes digitales de l'émetteur. De quoi s'agit-il? Eh bien, chaque émetteur, il a des petits défauts. Il n'est pas parfait. Il y a des petits trucs qu'il émet sans le vouloir. Parce que le circuit est fait d'une certaine façon, il y a des résonances à l'interne, etc. Et donc, c'est assez unique. Parce que ça dépend vraiment de comment ce matériel a été construit. Et donc, si on trouve ces petits trucs, on sait, d'une fois qu'on les a trouvés, que ça ne correspond que à ce matériel-là. Donc, respectivement, si nous savons que ce matériel-là de l'adversaire a cette petite caractéristique dans son spectre, eh bien, plus tard, quand j'observe en prenant des mesures ces caractéristiques, je sais déjà à quel système j'ai affaire. Et donc, c'est pour ça, évidemment, qu'on a envie d'aller prendre des mesures des systèmes adverses, de leur radar ou de leur système radio, de communication cryptée. On veut aller voir ces petits défauts, on va aller les trouver. Comme ça, on sait, quand on sera sur le terrain en train de combattre, quel genre de système on est en train d'écouter. Et il y a aussi de l'identification qui peuvent être simplement faites sur le type de signal et la modulation. On peut deviner la modulation du signal, et du reste, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour ça. Et donc, en devinant la modulation, on peut éventuellement savoir plus ou moins de quoi il s'agit. En parlant de modulation, parlons maintenant du COMINT, Communication Intelligence. Si nous savons comment un signal est modulé, on peut le démoduler et éventuellement tenter de le décrypter, à moins qu'il ne soit pas crypté, ce qui serait un peu bête, et donc avoir le message qui était porté par ce signal. Et ça, c'est vraiment de la Communication Intelligence. On ne va pas juste se baser sur les caractéristiques physiques des signaux, mais on va démoduler le signal pour avoir le message, pour savoir ce qu'il s'est dit, pour avoir l'ordre que le commandant a envoyé à ses unités subordonnées, ou pour avoir ces informations critiques qui nous permettent de nous donner l'avantage. Si on prend ce qu'on a dit avec ELINT et qu'on y ajoute le COMIT, on a ce qu'on appelle le SIGINT, le Signal Intelligence. Quelque chose en plus, qui fait plus ou moins partie du SIGINT, mais qui est quand même un petit peu à part, parce que le SIGINT, c'est vraiment, on va dire, du renseignement, donc entre guillemets, on écoute. Il y a le radar, ça fait aussi un peu partie du SIGINT en soi, puisque c'est aussi du renseignement, mais le radar, c'est vraiment une discipline en soi, puisque là, on va avoir un émetteur, on va envoyer des ondes, qu'elles soient par petites pulses ou continues, et ces ondes vont se réfléchir sur les surfaces des systèmes adverses, des avions, hein, entre autres, et l'écho de ce reflet va nous revenir, on va le mesurer, et donc avec le temps que l'écho a mis à revenir, on va avoir une mesure de la distance. Comme on sait dans quelle direction on l'a émis, que ce soit avec un radar qui bouge ou un radar avec, vous savez, ces fameux phased array dont on a parlé il y a 2 épisodes, qui permettent d'émettre de manière directionnelle sans aucune pièce qui bouge mécaniquement, nous savons de quelle direction est l'adversaire, à quelle distance, et suivant comment, si on mesure aussi l'effet Doppler, on a une information sur la vitesse, ou plutôt sur la vitesse à laquelle change la distance. Voilà donc pour le radar. Et évidemment que dans les LINT et donc l'identification de certains systèmes, aller écouter le radar des autres pour savoir comment il marche, eh bien, c'est très important. C'est pour ça que, notamment à l'aérodrome de Payerne, quand on fait nos services militaires dans l'armée suisse, on est particulièrement prudent aux voitures qui viendraient s'arrêter aux abords de l'aérodrome, par exemple avec un coffre à ski sur le toit en plein été. Voilà, c'est un peu spécial. Eh bien, je vous laisse deviner ce qu'il y a dans ce coffre à ski. Il y a des antennes pour venir écouter nos systèmes. Parlons maintenant d'autre chose. On a parlé de renseignement, parlons maintenant de positioning, navigation and timing. Donc évidemment, la navigation, elle utilise des signaux. Alors, j'enfonce les portes ouvertes. Le GNSS, hein, c'est-à-dire le GPS, ces orbites, ces satellites qui sont en orbite moyenne aux alentours de 20 000 km et qui nous arrosent abondamment de leurs signaux, nous avons besoin de ces signaux, que ce soit pour guider des munitions, que ce soit pour nous repérer sur le terrain, mais aussi pour nos nécessités civiles et pour notre usage personnel. Mais la navigation avec des outils électromagnétiques, avec des signaux, ça date pas du GNSS, ça existait avant.
Par exemple, avec le système Transit, qui était déjà des satellites à l'époque, mais qui était pour l'US Navy. Et ces satellites utilisaient l'effet Doppler pour permettre aux bateaux de naviguer, de se repérer. Et avant que ce soit des satellites, ce genre de système de navigation dite hyperbolique, que ce soit par la différence en fréquence ou par la différence en temps, était en fait disposé sur les côtes pour que les bateaux qui approchaient de la côte aient un système de navigation. Mais évidemment, quand c'était au sol, eh bien, ça avait beaucoup moins de portée et ça ne marchait que proche des côtes. Donc vous voyez à quel point on est passé à quelque chose d'absolument incroyable grâce au système par satellite. Parlons maintenant de quelque chose d'un petit peu plus offensif, le déni d'accès. Commençons par le jamming, le brouillage. J'avais fait une petite allusion la dernière fois, c'est un peu comme si quelqu'un vous chuchotait un truc secret à l'oreille et que moi j'arrivais et je vous hurlais dessus juste à côté. Eh bien, son message est toujours là, mais vous n'allez pas l'entendre. On peut donc jammer, c'est-à-dire brouiller de manière offensive, en brouillant des systèmes d'un adversaire chez lui, par exemple, ou sur le front directement, ou c'est de manière défensive. On peut activer un brouillage de toute une zone dans sa propre position, de sorte à empêcher les munitions guidées par GPS de tomber sur vous avec précision. Et sur le front ukrainien, on voit énormément de jamming. Et c'est pourquoi ils utilisent désormais des drones avec de la fibre optique. Alors, ils utilisent encore énormément de drones avec le contrôle par voie sans fil, hein, mais de nombreux drones avec une bobine de, de 20 ou plus kilomètres de fibre optique existent. Et alors, donc évidemment, il y a un coût en termes de poids et donc de portée du drone à cause de sa batterie qui est engendré, mais il y a plus ce problème d'être brouillé, puisqu'évidemment que sur le front, avec l'usage intensif de drones, on essaie au maximum de les brouiller. Et il existe aussi ce qu'on appelle le spoofing, la déception, c'est-à-dire que cette fois, on va remplacer le signal de l'adversaire, c'est-à-dire peut-être que je vais préenregistrer un signal et le répéter plus fort que l'émetteur original, c'est une méthode très basique de spoofing, ou alors je peux moi-même créer de toutes pièces le signal comme l'adversaire le ferait pour tromper un récepteur, peut-être pour qu'il m'envoie un message, ou par exemple si je veux faire du spoofing de nouveau GNSS pour lui faire croire qu'il est à une autre position. Et puis je peux aveugler. Ça, c'est aussi dans le règne, on va dire, de l'optique. Alors, moi je considère que l'optique, ça fait partie de l'électromagnétique finalement. Donc, un capteur optique, comme un satellite de renseignement, vous pouvez l'aveugler en lui mettant un laser dans les yeux, c'est aussi simple que ça. Et comme les télescopes pour de l'imagerie dans l'astronomie ont généralement des lasers très puissants qui ont pour but en fait d'être tirés droit là où le télescope regarde, afin que la lumière du laser soit reflétée par l'atmosphère et qu'en fait, toutes les déformations de l'atmosphère puissent être défaites par un algorithme de traitement de l'image afin d'avoir vraiment une image très nette et de s'abstraire des problèmes optiques créés par l'atmosphère. Bon, bah, accessoirement, on peut aussi viser un satellite adverse qui aurait l'outrecuidance de nous regarder. Finalement, on passe vraiment à quelque chose de très offensif, ou du moins de quasiment cinétique, la destruction. Et là, je vais vous parler d'armes à énergie dirigée, le piou-piou-piou comme dans Star Wars. Sauf que c'est pas si simple. Les armes à énergie dirigée, ça peut ressembler à des grosses antennes toutes plates, alors vraiment immenses, mais des grosses antennes, on ne voit pas de laser, ce sont des micro-ondes. Et les micro-ondes, ça permet notamment de griller les circuits, puisque c'est une longueur d'onde qui est capable de transporter beaucoup d'énergie et qui en plus a la bonne taille pour se mettre à résonner avec les petits circuits à l'échelle des centimètres et des millimètres. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un EMP, une arme à électromagnétique, champ électromagnétique propulsé, où en gros, on va vraiment créer un champ magnétique extrêmement puissant, qui va être tellement puissant qu'il va induire des courants dans l'électronique et détruire cette électronique. Par contre, avec les micro-ondes, hein, vous utilisez ces mêmes micro-ondes pour réchauffer votre nourriture, et oui, vous pouvez aussi cuire l'adversaire. Alors, on n'a pas vraiment vu ce type d'arme en action, si ce n'est qu'il existe des armes, on va dire, de maintien de l'ordre basées sur des micro-ondes. Je ne crois pas que ce soit très bien vu par tout ce qui est organisation des droits de l'homme, mais vous pouvez très brièvement, avec de tels systèmes, envoyer une pulse électromagnétique à la bonne fréquence, celle qu'il y a dans votre micro-ondes. Vous savez, le micro-ondes qui a un blindage pour pas que vous cuisiez, eh bien, pour vous faire cuire. Il paraît que c'est très désagréable, que vous sentez comme un genre de choc très chaud, mais c'est très court évidemment, c'est pas létal puisque c'est très court,
mais je pense que ça vous calme et donc voilà pourquoi c'est un système de maintien de l'ordre. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il est utilisé ou déployé, je pourrais faire cette recherche du reste, mais c'est possible et donc par extension, c'est possible d'en faire une arme létale. Mais évidemment, c'est avec quelques limitations parce qu'il n'est pas si simple de déployer de tels systèmes, hein. Les armes à énergie dirigées avec micro-ondes, c'est à peu près un genre d'immense camion et qui doit prendre un peu de temps avant de pouvoir lâcher une pulse parce que c'est vraiment une quantité ahurissante d'énergie. Donc vraiment, il ne faut pas penser à un genre de pistolet avec une antenne au bout et vous faites cuire vos adversaires, c'est pas tout à fait ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est dans le domaine des lasers infrarouges, voire même optiques. Là, par contre, quand on envoie une immense énergie avec de telles longueurs d'onde, ça fait des trous, ça fait carrément exploser la cible, et surtout c'est là du carburant. Hem, il y a eu des tests là de la marine américaine en mer pour faire exploser des avions, des drones et donc évidemment là, c'est très pratique. Ça coûte beaucoup moins cher de lâcher une grosse impulsion d'énergie que d'envoyer un missile et donc c'est quelque chose aussi d'assez prometteur. Surtout que, voilà, ça tire en très droit, donc on se pose pas trop de questions sur la balistique et la trajectoire. C'est une technologie du reste, l'énergie dirigée, très prometteuse contre les drones, puisqu'on peut la diriger soit de manière extrêmement focalisée, comme celle pour faire des trous, mais aussi de manière un peu moins focalisée, même mais quand même dans un certain faisceau, puisque si on prend la variante micro-ondes, pour régler les circuits, eh bien c'est très beau contre les essaims de drones. Puisque les drones aujourd'hui sont contrôlés par des pilotes, mais avec l'intelligence artificielle et le développement de circuits de sorte à avoir de ce qu'on appelle de l'edge computing, c'est-à-dire des capacités de calcul sur les petits drones, eh bien on va pouvoir émettre un peu d'intelligence, suffisamment d'intelligence pour traiter les images et avoir une petite intelligence d'essaim à être capable de communiquer avec les drones d'à côté et synchroniser le vol. Donc là, un opérateur, pour avoir un drone qui lui filme un peu la situation pour qu'il voie tout, et pourrait définir un secteur d'engagement pour les drones, pour tout un essaim de centaines, voire milliers de drones qui, de manière complètement autonome, vont aller taper des cibles. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos, parce qu'on a sans doute tous vu les vidéos de soldats russes ou ukrainiens se faire tuer par des drones, ce qui est déjà assez atroce. Mais si maintenant vous avez des essaims qui font ça automatiquement, eh ben, vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors avoir une arme posée sur un camion qui est capable, dans tout un faisceau, de mettre par terre un essaim entier en rayant leur circuit, eh bien, c'est rassurant pour le coup. C'est donc prometteur et en développement. Il y a déjà eu des démonstrations, si je ne me trompe pas, par Thales, mais peut-être que je me trompe. Ou Airbus, je ne sais plus. Parlons un peu de l'armée suisse. La guerre électronique, c'est très présent. Et c'est particulièrement présent dans l'aviation. Dans l'autre armée, on a des capacités de guerre électronique, mais elles sont vraiment, vraiment anciennes. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des forces terrestres, on parle beaucoup de l'aviation, mais pas beaucoup des forces au niveau électromagnétique, et on en a besoin. Donc alors, il faudra se poser cette question au niveau de nos budgets. Mais par contre, là, on a des bons systèmes de guerre électronique, c'est dans nos avions de combat, avec des radars qui sont excellents, que ce soit au sol ou dans les avions. Et, euh, et ce genre de systèmes de guerre électronique sont vraiment aussi intimement liés à l'aviation, puisque avec le progrès de l'aviation, la guerre électronique a progressé, elle aussi, énormément du reste. Par exemple, il y a des missiles qui sont guidés par des radars. Ils sont d'abord guidés par un radar au sol, et puis dès qu'ils se rapprochent, ils ont leur propre radar. Et donc, quand votre avion de combat, vous êtes en engagement, eh bien, grâce à vos renseignements électromagnétiques acquéris en espionnant l'adversaire, vous savez comment fonctionne le radar. Donc, votre avion connaît à quoi ressemble un radar adverse, et quand il le détecte, il commence à faire bip, bip, bip dans le cockpit pour vous dire attention, ça chauffe, il y a un radar qui vous a vu. Et quand l'avion de combat détecte le radar de proximité d'un missile, là ça veut dire ça va péter, le bip 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 devient beaucoup plus fort, fout le camp ou bien tire la pougnette pour t'éjecter. Eh bien, si on prend par exemple l'avion F-35 que la Suisse a commencé à acquérir, eh bien c'est une immense plateforme de guerre électronique, puisqu'évidemment ça passe aussi par les plateformes aériennes, la guerre électronique. Et il y a beaucoup de personnes qui font des critiques, oui, il y a trop d'informatique, il y a trop d'électronique, mais c'est un peu le but de la chose. Il y a énormément de capteurs et donc l'avion F-35 est non seulement un avion de combat, mais c'est aussi une plateforme pour du renseignement optique et électromagnétique très important. On a fait le tour de la guerre électronique, c'est quelque chose de très complet, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, mais on n'a pas encore abordé l'espace, alors parlons-en. L'espace, c'est un terrain en hauteur, c'est le cas de le dire, et donc il y a un avantage pour bien voir. Le tout premier sat de la guerre électronique,
c'est GRAB-1 pour Galactic Radiation and Background qui a été lancé en 1960. Et comme son nom l'indique, c'est une mission scientifique, ou du moins c'était officiellement une mission scientifique. Car la mission réelle, c'était bien de faire des collectes de renseignements électromagnétiques sur les radars entières soviétiques. Je vous mets dans le mille les radars entières. Pourquoi? Pour développer les contre-mesures, c'est-à-dire avoir des avions qui savent détecter ce genre de radar, et planifier aussi les routes des bombardiers pour tâcher d'éviter ce genre de système. Alors depuis l'espace, qu'est-ce qu'on fait en guerre électronique? Eh bien on fait notamment du radar, avec le Synthetic Aperture Radar, c'est-à-dire l'imagerie radar. On peut atteindre une résolution de moins d'1 mètre, et les images, alors elles sont assez spéciales, hein. Vous pouvez chercher un peu sur Google Images, imagerie radar. Les structures métalliques brillent beaucoup, puisqu'évidemment le métal reflète bien. Il peut y avoir des reflets sur l'eau aussi, c'est particulier. Et puis en fait, le relief est un peu spécial, puisque le satellite doit être incliné à un peu plus de 20 degrés pour prendre son image. C'est très pratique, ça voit à travers les nuages, ça peut éventuellement même voir à travers la canopée des arbres. Et le petit défaut par contre, c'est que c'est détectable depuis le sol, puisque c'est un radar, il envoie des ondes. Alors si moi j'ai une petite antenne, pour détecter ce genre d'ondes, je peux me dire: «Ah, quelqu'un m'observe là, maintenant», et donc ce que je vois, il le voit aussi. Du reste, au niveau des radars, si on se met dans l'autre sens, la façon de traquer les satellites la plus courante, ce sont des radars, qui font des genres de barrières radars. Et chaque satellite, quand il passe à travers cette barrière, est détecté et on raffine le détail et la précision des orbites qui sont estimées. Voilà pour le radar. Pour tout ce qui est du renseignement, alors c'est extrêmement utilisé. Si on prend par exemple 3 satellites, un petit triplet de satellites qui volent ensemble, ils peuvent faire de la différence de temps d'arrivée, comme on a discuté tout à l'heure, et donc localiser n'importe quel émetteur en un instant, ce qui est extrêmement pratique. Si je n'ai qu'un seul satellite, c'est pas grave, il me faut juste un signal qui dure à peu près 1 minute, alors c'est déjà quand même beaucoup plus rare, mais grâce à la courbe de l'effet Doppler, parce que l'effet Doppler est immense, je vous rappelle que ces objets se déplacent à 28 000 km/h environ, eh bien, je peux aussi localiser l'émetteur. C'est du reste une partie de mon travail de doctorat. Un exemple aussi, les bateaux. Tous les bateaux ont ce qu'on appelle un système AIS, pour Automated Identification System, qui émet régulièrement des petits paquets d'ondes, des petits messages pour dire: «Je suis là, je vais par là, et je suis cette personne». Mais évidemment, quand on fait par exemple de la pêche illégale, eh bien, peut-être qu'on envoie une fausse localisation et un faux cap pour dire: «Ouais, ouais, je suis là, je fais rien». Mais en fait, c'est faux. Eh bien, depuis l'espace, je peux recevoir ces signaux. Grâce aux techniques de localisation, je peux voir où ils viennent et je peux contrôler si ce qu'ils disent dans le message est juste. Voilà qui est intéressant, ne serait-ce que pour une application civile. Exemple militaire, les adversaires parlent dans la radio, mes satellites passent au-dessus à ce moment-là. Ah, ils sont là, hop, je déclenche un feu d'artillerie ou j'envoie un missile. Très pratique aussi. Du reste, les postes de commandement sont des gros émetteurs de sources électromagnétiques. Il faut bien faire attention avec ça dans les forces armées. Autre application civile aussi, le Search and Rescue. Vous pouvez avoir ces balises GNSS quand vous partez à l'aventure du genre très dangereuse, en haut dans les montagnes ou dans l'Amazonie par exemple, si vous vous appelez Mike Horn. Quand rien ne va plus, vous l'allumez, ça envoie un signal très très fort, et les satellites GNSS, en fait, comme ils ont une couverture de toute la Terre, on leur a aussi mis des systèmes de Search and Rescue, hein, puisqu'on y était, qui en fait détectent ces signaux et les renvoient au sol pour dire: attention, ici, il y a un type qui est dans le dur, et on peut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, envoyer les secours n'importe où sur la Terre. Parlons maintenant de déni d'accès, de brouillage et de spoofing. Dans l'espace, c'est difficile à savoir si ça a vraiment déjà eu lieu. Je vous renvoie à cette vidéo sur Veritasium qui est dans la description, pour vous parler de ce cas qui est très intéressant, de potentielle capacité de brouillage slash d'interférence avec nos systèmes GNSS d'un satellite russe vers le sol, sur le continent européen. Mais je vous le rappelle, c'est pas forcément intentionnel. Mais ça reste possible, c'est totalement possible. Le spoofing, par contre, c'est plus dur. C'est déjà quelque chose de base, de plus difficile à faire, mais en plus, c'est encore plus difficile à simuler s'il faut contrefaire son propre effet Doppler par le déplacement de son propre satellite. Mais il faut savoir qu'une des contre-mesures de base contre le spoofing, c'est que il suffit d'avoir une antenne qui pointe vers le haut. Comme ça, le type qui vous fait du spoofing, eh bien, il vous le fait depuis son émetteur au sol, et puis vous savez de facto que c'est pas un satellite. Mais si vous le faites depuis l'espace, eh bien cette contre-mesure saute. Et si on reparle juste de jamming une seconde, sachez qu'il est possible d'aller dans l'autre sens, c'est déjà fait. Faire du jamming d'un satellite depuis le sol,
évidemment, ça se fait très bien. Et finalement, l'énergie dirigée depuis l'espace. Alors c'est très peu connu, pas beaucoup de renseignements là-dessus. Vu la quantité d'énergie qu'il faut, c'est très difficile, sans doute pas impossible, mais très difficile. Et alors évidemment que ce serait intéressant, surtout d'un satellite à l'autre. C'est probable et il n'est pas impossible que ces capacités soient étudiées par les grandes puissances, hein, pour avoir de quoi mettre en bas un satellite adverse. De l'espace au sol, hein, du genre frappe orbitale comme dans les films, ça, je vous calme tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que par la distance jusqu'au sol qui est grande, l'atmosphère et le fait que les faisceaux ne sont pas parfaitement droits. Même les lasers sont ce qu'on appelle des faisceaux gaussiens qui finissent par s'écarter à un moment ou un autre. Donc il faudrait une puissance absolument incommensurable pour avoir un effet, on va dire, destructeur au sol. Maintenant qu'on a parlé de comment ça marche la guerre électronique dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a comme système de guerre électronique dans l'espace? Bah, les moyens de renseignement électromagnétique sont extrêmement répandus. On prend par exemple des satellites qui peuvent être aussi petits que des CubeSats ou alors des immenses satellites avec plein d'antennes partout. Si je prends les Américains, il y a le programme Mentor ou Orion, qui est un satellite très énigmatique d'intelligence signal pour le sol, mais qui sont géo. Et donc, ce serait en théorie des immenses antennes. Mais quand je parle d'immense, c'est un facteur de 100 mètres de diamètre pour un satellite de 5,2 tonnes. Imaginez-vous flotter comme ça dans l'espace à côté d'une antenne de 100 mètres de diamètre. Alors pour la déplier, ça a dû être un beau travail. Et donc, il y en a plusieurs de ces satellites. Et ce qui est sûr, c'est que quand on observe le reflet du Soleil depuis la Terre, eh bien, ils ont une magnitude apparente très grande. Donc, c'est vraiment une immense surface dans tous les cas. Mais évidemment, c'est un peu le suspense de savoir si c'est vraiment ces immenses antennes. Bah, évidemment, les satellites d'inspection, ils servent à ça aussi. Les Chinois et les Russes, qui ont sans doute inspecté ces satellites Orion, ils savent, eux, ils doivent avoir des photos. On passe à la suite, par exemple, aussi en géo pour les Américains, le système GSSAP ou les LDPE pour des écoutes ou de l'inspection optique, électromagnétique, on ne sait pas trop, mais voilà, ces satellites un peu qui vont se mettre à côté des satellites adverses. Et puis on reste encore avec les Américains, parlons de Starshield. Starshield, c'est des satellites un peu comme Starlink, qui sont plus ou moins dans la constellation Starlink, mais dans un but militaire. On passe maintenant chez les Russes. Pour de renseignements électroniques, ils ont les systèmes Lotos. Et puis, pour les inspections électromagnétiques, entre autres, en orbite géostationnaire, il y a les fameux Luch Olympe. Si on passe maintenant à la Chine, il y a les fameux triplets Yaogan. Alors les triplets Yaogan, il y en a partout. En orbite basse, il y en a une quantité absolument incroyable. Et c'est des triplets, comme je vous ai dit, parce qu'avec ces petits triplets, on peut mesurer les différences de temps d'arrivée et ce qui nous permet de localiser les signaux. Et en géo, les Chinois ont les TJS, dont on a aussi beaucoup entendu parler sur ce podcast, qui sont les satellites inspection, écoute, on ne sait pas trop. Ça, c'est pour les grands acteurs principaux, mais il y a de nombreux acteurs privés. Le très connu Hawkeye 360, un leader dans le SIGINT de l'espace, aussi avec beaucoup des petits triplets de satellites. Il y a la société Spire, qui donc fait du suivi pour les signaux AIS dont on vient de parler des bateaux, mais aussi l'équivalent de ces AIS pour les avions, c'est-à-dire la DSB. On prend Aerospace Lab, une société belge avec énormément de succès, qui a elle aussi mis un triplet de satellites pour le Signal Intelligence, des doux petits noms de Riri, Fifi et Loulou. Et puis finalement, pour le radar, eh bien, c'est très répandu, notamment avec la société finlandaise ICEYE, qui est un acteur clé du domaine, qui a énormément d'expérience et qui vend des satellites vraiment un peu comme sur l'étagère à des pays, comme par exemple l'Argentine. Et du reste, qui a commencé, on en a parlé aussi, des joint ventures avec Rheinmetall en Allemagne, donc une poussée vers le militaire qui est très très forte. Voilà donc pour cette vision ensemble. On a parlé de guerre électronique, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. On a été très complet, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille personnellement et que j'adore. Je me suis donc permis de faire un épisode un peu plus long. On a vu que la guerre électromagnétique dans l'espace, ça a commencé dès les années 1960, donc il y a beaucoup d'héritage et de la technologie très mature, même si c'est un sujet qu'on cache un petit peu, hein, le monde du renseignement, ça reste un peu mystérieux. Ça ne cesse jamais depuis, les écoutes et le suivi de la situation ne s'est jamais arrêté depuis les années 1960 dans l'espace. La guerre électronique, c'est crucial
dans la guerre moderne, car le spectre électromagnétique est une sphère d'opération et sur le front, cette sphère est saturée. Et évidemment, la guerre électromagnétique est intimement liée à l'aviation. D'où la raison pour laquelle les avions de 5e génération, comme le F-35, sont bourrés de capteurs, ce qui est absolument important. Mais n'oublions pas la réalité bien dure du sol, celle du soldat avec ses radios. Si le soldat émet avec ses radios et se fait repérer, il a 7 minutes avant de se prendre du feu d'artillerie ou un drone dans la tronche, ce qui n'est pas génial. Voilà pour relativiser un petit peu. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez ressenti la passion et que vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.